Donc on va maintenant montrer le point A. Le point A, je rappelle, c'est A et B impliquent l'observabilité, c'est-à-dire la propriété du contrôle. Donc finalement, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, avec un Laplacien, une métrique qui ne dépend que de la variable d'espace, c'est le point petit b qui règle tout. Bien. A et B impliquent l'observabilité. Alors pour cela, je vais considérer l'espace G. On considère l'espace. C'est un sous-espace de E en fait. Hein. Enfin, on va voir G, pardon, qui est l'ensemble des U dans E. Pas envie de louper un truc. C'est les U dans L2. De 0t croix oméga, tel que box U égale 0. U nul sur le bord. Et dtu dans L2. Du sous-cylindre. Voilà. D'accord ? dtu est dans L2 du sous-cylindre petit oméga, croix 0t. Donc c'est l'ensemble des solutions qui sont dans L2, hein, a priori qui vivent dans E-1. Solution du système, condition directe homogène au bord, box U égale 0, et je suppose que dtu est dans L2, assez régulière sur le sous-cylindre 0t croix petit oméga. Très bien. On le munit, donc G, de la norme naturelle, qui est ici. C'est quoi la norme qui est ici? C'est l'appartenance à L2 de tout le cylindre et l'appartenance à L2 du petit cylindre pour la dérivée en temps. Donc, je vais noter ça 3 barres U dans G. Je sais pas, je vais le noter comme ça. Ouais, bof, c'est pas très grave. C'est trop lourd comme ça. Je vais la noter comme ceci. U au carré, c'est l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur grand oméga de U, dx dt, plus l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur petit oméga de dtu carré. dtu carré. D'accord? Donc n'oubliez pas que je suis sous les hypothèses A et B, simultanément. B, c'est la propagation de la régularité, la diffusion de la régularité à partir du petit sous-cylindre, 0t croix petit oméga. A, c'est le prolongement unique. Donc déjà, quand vous êtes dans G, dtu, il est dans L2 du petit cylindre. Donc, je sais que, en vertu de l'hypothèse petit a, G s'injecte dans E. Il n'y a aucun doute. G est contenu dans E. De plus, cette injection est continue.
est clairement continu, car, regardez, la norme de E, c'est celle-là. Ça, c'est plus petit que la même intégrale sur grand oméga. D'accord? Ça, c'est plus petit que la même intégrale. Donc, c'est déjà sur grand oméga. Donc, en réalité, la norme de U dans G, je vais mettre ça comme ça, pour bien spécifier, est plus petit que l'intégrale sur 0t sur oméga de quoi? De U2 plus dtu carré. Ça coûte pas cher et c'est évidemment plus petit qu'une constante, l'intégrale sur 0t oméga de qui? De gradient U de t de x carré plus dtu carré dx dt. À chaque t fixé, ça c'est une constante, on le sait, box U égale 0. C'est donc, parce que le système est conservatif, box U égale 0. Donc du coup, ça c'est l'énergie initiale fois t. Ça c'est comparable, je veux dire, ça vous l'a tiré de la constante de Poincaré. Donc ça c'est plus petit que Ct. En fait, c'est égal exactement à Ct E de U à l'instant t. Donc E de U0, U1. C'est-à-dire, c'est la norme de U dans H. C'était norme de U dans E, pardon, qui est constante. Voilà, ça mange pas de pain. Le problème de Cauchy est bien pesé. D'accord? Donc G s'injecte dans E, ça, il n'y a pas de doute. Évidemment, évidemment. De plus, E est contenu dans G. Attention, je suis en train de faire une... ça c'est faux. Hein. Ça c'est faux. Ça c'est vrai. J'ai écrit la mauvaise continuité. Vous êtes bien d'accord? J'ai écrit la continuité de l'injection de E dans G. D'accord. J'ai écrit la continuité de l'injection de E dans G. Donc attention, en vertu de... Alors je vais effacer ici, juste pour avoir un truc juste. E s'injecte dans G. Clairement. Parce que c'est plus faible que G, ça, que E. Ça, c'est trivial, et cette injection est continue à cause de ceci. De plus, G s'injecte dans E. Et ça, par contre, c'est en vertu, voilà, j'ai écrit les choses dans le désordre, de l'hypothèse, c'est le petit b. Le petit b, il vous dit quoi? Si vous êtes dans G, ceci est dans L2, donc U est dans E. Donc E contenu dans G, G contenu dans E, donc du coup, E égale G, c'est une égalité d'ensemble. D'accord? Égalité ensembliste. Vous avez deux espaces de Banach, E et G. Pardon, deux espaces vectoriels, E et G. L'identité est continue. D'accord? Bien sûr, elle est inversible, puisqu'ils sont égaux. E est complet. Si on arrive à démontrer que E est complet, puisque de toutes les façons, cette égalité, cette identité est continue, si on montre que G
est complet pour sa norme, alors E et G sont isomorphes. Il n'y a aucun doute par le théorème d'isomorphisme de Banach. Et si on démontre que E et G sont isomorphes, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la norme de E est plus petite que la norme de G, modulo une constante, et c'est exactement ce que ça veut dire l'observation. À un terme compact près. Il y a un petit chouïa en plus, dont on va se débarrasser par la suite. E égale G, ça va nous donner une estimation d'observation un petit peu, comment dire, un petit peu bruitée. Il y aura un terme en plus dont il faudra se débarrasser. Alors qu'est-ce que je peux effacer ici? Je vais montrer que G est complet. Donc je vais effacer quoi? Je vais laisser ça. Je vais laisser la définition de G. G est complet pour sa norme. Je prends une suite de Cauchy de G. Je prends une suite de Cauchy de G. Donc UP, suite de Cauchy. C'est pas compliqué, hein. On passe par un surespace. Et puis on montre que la limite est dedans. Donc une suite de Cauchy de G, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une suite de Cauchy dans L2 du grand cylindre, et aussi, en vertu de la norme de G, DTU, P est aussi une suite de Cauchy dans L2 du petit cylindre. Donc UP, suite de Cauchy dans L2 de 0T croix oméga, et DTUP, suite de Cauchy dans L2 de 0T croix petit oméga. D'accord? Il n'y a aucun doute. La norme de G, elle est construite comme ça. C'est la norme L de U dans L2 du grand cylindre et la norme de DTU dans L2 du petit cylindre. Donc les deux sont des suites de Cauchy. Ok, bah ça veut dire quoi? Les L2 sont des espaces complets. Donc UP va converger vers U dans L2 de 0T croix grand oméga, et aussi DTUP va converger vers V dans L2 de 0T croix petit oméga. Cette convergence dans L2 du grand cylindre entraîne que DTUP converge vers DTU dans D' du grand cylindre, au centre des distributions. Puisque la convergence dans L2 entraîne la convergence dans D'. Vous passez la dérivée en temps qui continue. Donc DTUP va converger vers DTU dans D'. Donc DTUP, en même temps, elle converge vers V dans L2 du petit oméga. Sur L2 du petit oméga, donc sur D' de 0T croix petit oméga, sur D' de 0T croix petit oméga, on a unicité de la limite, c'est-à-dire DTU égale V sur 0T croix petit oméga, et au sens de D', celui-là habite dans L2, donc DTU sera dans L2 de 0T croix petit oméga, et donc du coup, U va habiter dans G. La limite U, ça veut dire que UP, cette suite de Cauchy, elle converge dans G vers quelqu'un qui habite dans G. Elle converge pour la norme de G vers une limite, cette limite-là, qui se trouve être dans G. Donc G est complet. Donc G est complet. Donc vous avez l'identité de E dans G qui est une bijection linéaire. Elle est continue. Le premier est un Banach. Le second est aussi un Banach, et donc elle est bicontinue.
Ça veut dire que la norme du premier est plus petite qu'une constante fois la norme du second. Et ça veut dire quoi? Donc, par le théorème du isomorphisme de Banach, l'identité est bicontinue. Donc, par le théorème du isomorphisme de Banach, l'identité est bicontinue. Et donc, on a presque ce qu'on cherche, c'est-à-dire presque une estimation d'observation. Donc, par le théorème des isomorphismes de Banach, l'identité de E d'Angers est bicontinue. C'est-à-dire, il existe C positif tel que la norme de U dans E est plus petite que constante la norme de U dans G, et ça veut dire exactement U0, U1 dans H01 L2 au carré plus petit que l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur petit oméga de dtu carré plus C, l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur grand oméga de U2. Donc on y est presque. On y est presque. On cherche à démontrer ceci, mais pour le moment, on a réussi à démontrer ça. D'accord. C'est ça qu'on voulait. On voulait montrer ça, mais il sort un terme en plus. Mais ce terme en plus, c'est une norme L2. Alors que nous, on joue dans la cour des fonctions H1, plus régulières. Donc c'est un terme compact, en réalité. Puisque l'injection de H1 dans L2, sur l'ouvert borné oméga, elle est compacte. Donc ça, c'est un terme qui, normalement, ne devrait pas poser trop de problèmes. On va s'en débarrasser tout de suite. D'accord. Il y a des situations, les enfants, où on ne peut pas se débarrasser de ça. Cette estimation-là, c'est ce qu'on appelle une inégalité d'observation faible. Faible ou relaxée. C'est une inégalité d'observation où on n'arrive pas uniquement à avoir l'observation sur l'ouvert petit oméga, mais on a un terme en plus qui est ce qu'il est. Là, par chance, il n'est pas si violent que ça, en fin de compte. On est, je dirais, on est suffisamment armé pour s'en débarrasser, mais il y a des cas où ça ne passe pas. Hein. Il y a des cas où ça ne marche pas. Donc, avant de finir la preuve, juste une petite remarque. C'est important pour que ceux qui veulent continuer sur cette voie-là, par la suite, il y a des fois où on doit se contenter de ça. Ah, je vous dis, si vous avez une inégalité comme ça, vous pouvez avoir quand même un théorème qui n'est pas un théorème de contrôle, un peu plus faible. D'accord. Donc cette inégalité est appelée, comme dit le proverbe, faute de grive, on mange des merles. Si on n'arrive pas à avoir le maximum, on se contente de moins. Donc cette inégalité est appelée inégalité d'observation faible, ou relaxée. Relaxée parce que simplement on se permet un truc en plus. D'accord. Et si tu veux, vous n'écrivez pas ici, c'est juste pour comprendre. Si tu veux démontrer que A est plus petit que B, tu n'y arrives pas. Mais tu arrives quand même à démontrer que A est plus petit que B plus epsilon. Bon, c'est toujours ça de gagner. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai un peu moins bien, mais ça peut, dans certaines situations, ça peut être utile aussi. Il ne faut pas tout jeter. Alors, même cette inégalité-là, quelquefois, elle peut s'avérer vraiment compliquée. En tous les cas, jusqu'ici, les enfants, on a juste utilisé
Jusqu'ici, pour démontrer ça, on a juste utilisé le petit b, c'est-à-dire l'observation, la propagation de la régularité. Ça, c'est une inégalité qui utilise seulement la propagation de la régularité. D'accord, le petit b. On n'a pas encore fait intervenir le petit a. C'est important. Alors, où est-ce que j'en suis? Je veux me débarrasser, on veut se débarrasser de ce terme-là. Donc, fin de la preuve. On élimine le terme. Je l'écris quand même. Peut-être que vous ne réalisez pas vraiment l'importance. Je l'écris, on élimine le terme compact. L'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de U2. D'accord? C'est vraiment un terme compact. Parce que là, c'est la norme L2, on manipule la norme L2 d'une fonction qui est dans un champ. D'accord? Dans l'ensemble G que j'ai défini comment? C'est l'ensemble des U qui sont dans L2 tel que box U égale 0, U nul sur le bord et DTU égale 0 sur petit oméga. Dans L2, pardon. Quand tu utilises le petit b, ça te donne tout de suite que U n'est pas dans L2 mais dans un champ global. On a utilisé un seul coup la propagation de la régularité. Ça t'amène tout de suite à ça. On n'a rien utilisé d'autre. Juste montrer que G est complet, ça c'est des arguments, finalement, d'accord? Donc on a juste utilisé la propagation. Maintenant, on va faire intervenir le petit b, donc il nous sort un terme comme ça, et ça, ce terme-là, tu ne peux l'éliminer que par un argument d'unicité. Alors, comment tu fais? Je gagne un peu de place. Donc, je veux démontrer. Alors, ça, c'est acquis. Hein? Ça, c'est acquis. Cette estimation, elle est acquise. Je l'ai démontrée. À la force du biceps. Ça, c'est fait. Je vais éliminer ceci. Je ne sais pas le faire. D'accord? Vous vous souvenez, les enfants, cette constante, c'était quasiment un truc canonique. Hein? C'est quasiment géométrique, ça. C'est la constante de Poincaré. Moralement. 1 plus, ou je ne sais plus, ou 2 plus, ou 3 plus. Bref, ça, c'est un truc connu. Je vais essayer, je vais tenter avec vous d'en déduire cette estimation-là. Je ne sais pas la faire, donc je vais raisonner par l'absurde. C'est très élégant, c'est joli, tout le monde sera content, mais on va perdre quelque chose. On perd la trace de la constante. Quand vous faites un raisonnement par l'absurde, vous obtenez une estimation, une inégalité. En raisonnant par l'absurde, vous perdez la trace de la constante. Il y a un prix. D'accord? On veut démontrer ça en M1 ou en M2. On perd la trace de la constante. Dans quelques années, peut-être on sera un peu plus mûr, on accrochera la constante. Ok, on y va. Donc, je veux démontrer l'estimation d'observation sous les hypothèses A et B à partir de ce qu'on a déjà fait. On a fait la moitié du boulot, la moitié du chemin. D'accord? On veut tenter d'éliminer ceci. D'accord? Alors, donc, je l'ai écrit en toutes lettres, je crois. On élimine le terme compact. Très bien. Pour cela, on raisonne par l'absurde. En raisonnement par l'absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suppose que ce que je vais démontrer est faux. D'accord? Ceci est faux. Ça veut dire quoi? Cette inégalité, c'est quoi en fait? C'est il existe une constante telle que ceci est vrai pour toutes les données initiales U0 et U1. Dire que c'est faux, nier cette estimation, c'est dire
quel que soit C, il existe un U0, U1 qui explose l'inégalité, qui vérifie l'inégalité opposée. D'accord? Quand tu dis quel que soit C, il existe une donnée qui se comporte mal, je vais choisir mon C. Donc, en raisonnant par l'absurde, je suis capable d'écrire quel que soit n entier, non nul, il existe une donnée initiale, U0n, U1n, dans quoi? Dans E, H0, L2, qui se comporte mal, qui viole l'inégalité que je vais démontrer, telle que quoi? Avec C égale n, donc U0n, U1n, en norme E, au carré, est plus grande que, normalement c'est plus grand que, strictement que ceci. Voilà. dt, un, au carré, dx, dt. Vous avez ça. D'accord? Vous choisissez, quand vous raisonnez vers l'absurde, vous choisissez votre suite de constantes. Enfin, votre suite de données initiales, de vecteurs qui violent l'inégalité pour chaque constante. Donc la constante, tu l'envoies, parce que, si vous voulez, pour réaliser cette estimation, évidemment, on a intérêt à prendre C grand. D'accord, je veux dire. Si on veut la forcer à être vérifiée, on envoie C loin. Donc raisonner par l'absurde, c'est dire, aussi loin que j'envoie C, je trouverai des éléments suspects qui se comportent mal, qui vont violer l'inégalité. C'est ça, là, le raisonnement par l'absurde. D'accord. Bien, donc quel que soit n, plus grand que 1, il existe une donnée initiale qui est assez mauvaise. Très bien. Alors, je vais prendre V0n, V1n, par définition, égale 1 sur U0n, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, si c'est bon, U1n dans E fois U0n, U1n. Vous savez, comme l'inégalité que je vais démontrer, elle est quadratique, hein, elle est homogène, même degré des deux côtés, homogène d'ordre 2. Donc je peux diviser par la norme, ça ne changera rien. Je peux diviser la donnée initiale. Si vous voulez, si U0, U1 vérifie l'estimation, alors alpha U0, alpha U1 vérifie la même estimation. Le problème est linéaire, le alpha va sortir de l'autre côté, et tu simplifies. Donc, c'est vérifié par U0, U1, si et seulement si c'est vérifié par tous les multiples de U0, U1. Donc, autant rester, comme c'est homogène de degré 2, autant rester sur la sphère unité de l'espace d'énergie. Il suffit de la démontrer sur la sphère unité de l'espace d'énergie. Et donc, il suffit de la violer sur la sphère unité de l'espace d'énergie. C'est ça l'idée. Raisonnement par homogénéité. Ça, vous êtes habitué à le faire. Donc, les enfants, je peux supposer que c'est une suite de données initiales de norme 1. Donc, on peut supposer, où est-ce que j'en suis? Là, il faudra effacer quelque part. Je vais effacer à gauche. Donc, on peut supposer que ceci se réécrit comme ça. Je peux supposer que, ben non, il y a une faute et personne ne m'en a averti. Quel que soit C, je prends C égale N. D'accord? Et donc, du coup, on est maintenant dans l'hypothèse qu'il existe les zéros, je les ai mis en bas. On peut supposer que U0n, vous voulez que je continue avec V0? C'est pas grave. Donc, V0n, V1n, en norme H01, L2, ça vaut 1. Et surtout, ici, je vais avoir 1, n, donc, et l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur petit oméga de dtvn au carré dx dt est plus petit que quoi, les enfants? 1 sur n, tout à fait. D'accord? Et donc j'ai ça, je dispose de ça.
Très bien. V0, Vn, V1n, ça va engendrer, bien sûr, ça c'est une suite de données initiales, qui va engendrer une suite de solutions. Suite de solutions du système. Box V égale ceci, V nul le bord, et ainsi de suite. Données initiales V0n, V1n, suite de solutions de l'équation des ondes. D'accord? Cette suite de solutions, elle va vivre évidemment continue en temps en valeur A01, c'est en temps en valeur L2, et cette suite surtout, elle va être dans H01, H01, on comprend ce que c'est le bord latéral de 0T croix oméga, et surtout, évidemment, la norme, l'énergie étant constante, Vn est borné dans cet espace-là. Et comme toutes les suites bornées d'un espace de Hilbert, je vais pouvoir en extraire une sous-suite qui va converger faiblement, d'accord, vers V. La sous-suite, je l'appelle de la même façon. D'accord, je ne vais pas noter des VNK ou V phi de n ou n'importe quoi. Je l'appelle de la même façon. Et cette sous-suite, elle vérifie quoi, les enfants? Elle vérifie tout simplement dTVn, pareil, plus petit que 1 sur n. Donc, la convergence faible dans H1, il est clair que ça entraîne, ça c'est dans H1, hein, du cylindre. Ça entraîne, bien entendu, que Vn converge vers V dans D'. D'accord? Je vais effacer ou. Et du coup, cette limite faible V, elle vérifie quoi? Donc, Vn converge vers V dans D'. Donc, dt carré Vn moins Laplacien Vn va converger automatiquement vers box V, c'est-à-dire dt carré V moins Laplacien V dans D', de 0t croix oméga. Donc, cette brave fonction V qui est ici, la fonction V, elle est là, hein. Elle va vérifier tout simplement box V égale 0 sur le cylindre 0t croix oméga. Bien sûr, dtv, naturellement, égale 0 sur 0t croix oméga, petit oméga. D'accord. Et donc ce V, d'après l'hypothèse petit b, encore une fois, hein, ce V, il est où? Il est dans H1, ça je le savais. Mais surtout, d'après l'hypothèse petit a, ce V est égal à... L'hypothèse petit a vous dit que si vous êtes solution dans E, H0, stationnaire sur petit oméga, vous êtes nul. Donc, petit a implique que V, la solution, pardon, la limite faible qui viole de la suite, qui viole l'estimation d'observation, la limite faible, la sous-suite, je sais cela, mais c'est pas grave, je m'accroche à la suite qui se comporte mal, la sous-suite qui se comporte mal, cette limite faible était identiquement égale à 0. Bah, là, j'ai fini. Pourquoi? Parce que, regardez, ça c'est vérifié par toutes les solutions. Aucune hypothèse. Ça c'est vérifié par toutes les solutions. J'ai juste utilisé l'hypothèse petit a, ici. Petit b, pardon. Propagation de la régularité. Donc je vais remplacer ici U0, U1 par V0n, V1n. Vn, Vn. Ça vaut 1. Ça tend vers 0. Vn converge faiblement vers 0 dans H1. Donc fortement vers 0 dans L2. Puisque l'injection de H1 dans L2 est compacte. D'accord. Donc ça aussi, ça tend vers 0 parce que l'injection de H1 dans L2 est compacte et on arrête là. Du coup, vous avez que 1 est plus petit que 0. Et ça ne marche pas.
Et ça veut dire que cette inégalité n'est pas violée. Par contre, les enfants, comme vous l'avez remarqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'estimation, la constante d'observation, elle, on l'a perdue. On sait qu'il existe une constante. Qui dépend de qui dépend de quoi. Ce qui est certain, c'est qu'elle dépend de la géométrie, de petit oméga, de grand oméga et de grand T. Ça, c'est clair. Elle dépend de ça, des faits géométriques. Elle dépend aussi, lorsque votre Laplacien est un coefficient variable, elle dépend d'un certain nombre de semi-normes des coefficients. Comment elle en dépend, ce n'est pas du tout spécifié ici. D'accord, la méthode reste un peu muette là-dessus. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est un autre problème. D'accord? Alors, dernière problématique dont je voulais parler un petit peu. Si vous voulez, ça c'est la stratégie générale hein, pour démontrer l'observation, l'observabilité à partir d'hypothèses, je dirais, d'hypothèses générales. Prolongement unique et propagation de la régularité. Je vais effacer le dernier tableau et poser une question. Vous allez voir qu'on commence à poser le doigt sur le vrai problème du contrôle. Question. Ah, si, il y a de la craie quand même. Plus simple. Donc, problème. La question est très naturelle. J'ai le temps d'en parler, c'est bien. Donc, finalement, on a démontré quoi? Que le contrôle interne est équivalent à l'observation interne, sur le même ouvert. Petit a, on a déblayé le terrain. Petit 2, on a donné deux propriétés. Le prolongement unique, à partir de petit oméga, et la propagation de la régularité aussi à partir de 0t croix oméga. D'accord. On a démontré que la conjonction des deux entraîne le contrôle exact. Et on a démontré que dans un cas sympathique comme un Laplacien plat ou un coefficient dépendant de la variable temps, indépendant de la variable temps, dans des cas plutôt sympathiques, la propagation de la régularité suffit pour tout avoir. C'est du tout en un. Alors maintenant, finalement, cette affaire de propagation, il s'avère que en fin de compte, en fin de course, il s'avère que la propriété petit b, c'est-à-dire la propriété de la propagation de la régularité, cette propriété, il s'avère que c'est un élément clé pour dire si oui ou zut, on peut contrôler à partir de petit oméga, ou tenter. Ça, c'est finalement, c'est le point, je dirais, le code secret de la contrôlabilité exacte à partir de petit oméga. Donc ça, c'est l'élément déterminant, l'hypothèse déterminante. Déterminant. Pour dire si oui ou non, je veux dire, tu donnes à un ingénieur ou même à un matheux qui flotte un petit peu, dit, je te donne petit oméga, grand T, grand oméga, est-ce que oui ou zut, ça, on peut contrôler, exercer un contrôle interne à partir de petit oméga sur le temps de grand T pour toutes les fonctions sur grand oméga, eh ben, il va te dire, s'il arrive à faire ça, oui, je sais contrôler. Pour un Laplacien, encore une fois, raisonnable, ne dépendant pas du temps. Lorsque vous avez une équation d'onde, les enfants, s'il vous plaît, vous l'écrivez, vous le notez. Là, on change de catégorie. Lorsque vous avez une équation d'onde qui s'écrit comme ça, dt carré
moins sigma de AIJ. AIJ, c'est une forme, c'est une matrice symétrique définie positive. D'accord? Mais quand tu mets du T et du X, DXI, DXJ, là, vous changez de catégorie de jeu, les enfants. D'accord? Là, c'est plus amateur du tout. Là, c'est plus professionnel. Là, c'est autre chose. Il faut poser des conditions. D'accord? Donc, pour le moment, on a fait des choses plutôt à notre portée. Là, on change de catégorie. On change de ton. Donc, ici, je vais me garder là. Mais ne vous inquiétez pas, je veux dire, bon. On survit. Dans quelles conditions Bref, ce que je veux exprimer, c'est que vous êtes bien d'accord que si vous voulez, jusqu'ici, on ne s'est quand même pas trop sali les mains. On a fait beaucoup d'analyses, pas beaucoup d'estimations. En fin de compte, pas trop de maths lourdes. D'accord? On a plutôt fait de l'analyse fonctionnelle. Regardez un petit peu les estimations dans les jeux, un petit raisonnement par l'absurde et tout. On laisse des plumes, mais on y arrive, plus ou moins. D'accord? Si on accepte de payer plus cher, évidemment, on aura des résultats en conséquence. Donc, ce que je voulais dire, dans un cadre plutôt sympathique, celui-là, ça c'est un élément déterminant. Dans quel cas, ça c'est vérifié? Ça dépend de la disposition de petit oméga. Donc, je réécris ça, je vais faire un dessin et voir quand est-ce que la propagation de la régularité a lieu réellement. Je m'explique. Vous allez voir que ça, par contre, c'est complètement géométrique. Ça, c'est complètement géométrique. D'accord? Évidemment, cette condition, on peut la transporter, on peut la recopier telle qu'elle sur des variétés sans bord, c'est-à-dire non pas sur des ouverts, mais sur des sphères ou des tores. Donc, je reprends la propriété petit b. C'est la propagation de la régularité. Donc, la question est, dans quel cas la propriété de propagation de la régularité est-elle vérifiée? Est-elle vérifiée? Je vais vous dire, on fait du contrôle depuis quoi, d'après toi? Pardon? Non, pas nous. Non, pas nous. Mais par exemple, aujourd'hui, là, 2017, un des plus grands domaines où on tente de faire du contrôle, tu sais c'est quoi? C'est le contrôle des satellites. Le satellite qui nous envoie les ondes radio, télé, toutes les mesures, météo et ainsi de suite. Le satellite, il est dans l'espace, il tourne autour de la Terre, mais des fois il tourne comme ça. Il monte, il descend. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le contrôler. Ça, il faut contrôler en 3 dimensions, attention. Ça, c'est des problèmes très complexes. Et ça, c'est quotidien. C'est toutes les minutes, toutes les heures. Ils ont des problèmes pour contrôler les satellites. Autre chose, les satellites sont alimentés par des batteries solaires, par des, comment on appelle ça? Des panneaux. D'accord? Le satellite, il tourne. Il faut tenter à chaque instant d'orienter le panneau de manière maximale par rapport au Soleil. Présenter la plus grande surface. Donc comment faire ce contrôle-là? Ça, c'est des problèmes quotidiens. Quotidiens. Et je sais qu'on offre des prix pour ça. Il y a des comment on appelle ça? Des prix, oui, bien sûr, à gagner. Donc c'est des problèmes quotidiens. Alors la théorie du contrôle, elle est, ça fait
60, 70 ans, plus. Les années 40, bien sûr, ça vient des problèmes d'armement. C'est des militaires qui ont posé des problèmes, comment contrôler telle ou telle trajectoire, et ainsi de suite. Je vous dis, depuis la naissance des problèmes de contrôle, en EDP, notamment pour les ondes, ou pour d'autres équations moins, je dirais, moins sympathiques, qui existent depuis voilà, les années 40 au moins, ce lien-là de la contrôlabilité exacte, de l'observabilité, avec un théorème d'analyse pure, on dira même après d'analyse micro-locale. Ce lien a été fait dans les années... alors le premier papier, c'est vraiment 1985 ou 4, j'ai un peu oublié. Jeff Rausch et Robert Taylor. Premier papier, là-dessus. Complètement écrit, nettoyé proprement en 1988, 92. Donc premier exposé en 88 et papier paru en 92. Donc il a fallu quand même 50 ans. On a fait depuis le début d'année une cinquantaine d'années sur quelques cours. C'est pas mal. Je veux dire, ça c'est conceptuellement, ça c'est plus dur. Ça c'est plus dur. D'accord. Alors, je vais, pour vous convaincre un petit peu, vous expliquer combien cette affaire est délicate. On va résoudre ensemble l'équation d'onde et vous allez voir que on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà ce que je veux dire. Regardez, je vais prendre ça. Exemple. Et ensuite, je donnerai un petit peu la condition dans un paquet cadeau. Je ne sais pas travailler avec une onde, une équation d'onde. Pour les calculs, c'est beaucoup moins simple et c'est moins parlant pour vous, si on ne fait pas un peu d'analyse dure. Donc, je vais travailler avec une demi-onde. Ou, plus simplement, je vais travailler avec une équation de transport, un champ de vecteur. Donc, je vais considérer du sur dt, disons, plus, je vais changer éventuellement, j'en sais rien, plus ou moins, du sur dx égale 0. Allez. D'accord? Les solutions de ça, c'est qui? U0 de x, ça je crois que c'est U0 de x plus t. Voilà. Ça c'est U0 de x plus t. Donc U de t de x, ça c'est U0 de x plus t. À mon avis, il n'y a rien à dire. Changement de variable. Les courbes caractéristiques, c'est x plus t égale 0. Ça veut dire tout simplement que, si tu veux, quand tu traces, regarde, je vais tracer ça et je vais vous poser une question et vous allez voir qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe. Donc, la solution de cette équation, du sur dt moins du sur dx égale 0, donnée initiale u0 de x, elle s'écrit u de t de x égale u0 de x plus c. Il y a une solution unique, hein, c'est un champ de vecteurs, c'est une dérivation. Il y a une solution unique et c'est celle-là. Prenez par exemple u0 de classe C1 pour avoir une solution forte, ne pas avoir à s'embêter avec des calculs dans des primes. Une fois que tu as ça, je dessine maintenant. Ok, ça c'est, je veux dire quoi? Je veux dire que ça c'est l'espace des x, ça c'est les temps. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instant t, qui est ici, au point x, qui est là, la solution ici, u de t de x, c'est u0 de t plus x. D'accord? Et ça veut dire quoi? Je vais écrire ça comme ça, je la note V.
V de t de x égale U de t et t plus x, je pense que ça c'est constant. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est constant en t. Si vous voulez, si ça vous embête. Fixons x et calculez v' de t. V' de t c'est qui? C'est du sur dt plus... pardon. V' de t, c'est qui? C'est du sur dt plus du sur dx sur dt. Donc, ici, dx sur dx, pardon. Dx sur dt. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est moins t. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est là. Clac. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça veut dire quoi? Si vous voulez u de t et virgule x, vous n'avez qu'à prendre x égale x plus t. Et ça va vous amener, ça veut dire ça. Hein. Ça vous donne ça. Ça vous donne que v de t égale v de 0, quel que soit t, et donc u de t de x égale u de t plus x plus t moins t, c'est-à-dire c'est v de t et de x moins t, pardon. Voilà, on s'en sort. Ça donne ça. Donc, ces courbes-là sont les caractéristiques. Et donc, pour avoir la valeur de U en un point Tx, tu fais quoi? Tu dis tout simplement, ça c'est constant, x moins t c'est quoi? C'est ces courbes-là. Hein. D'accord? T, ici. Alors, pas de bêtises. Ici, ça c'est x moins t. Ça c'est x moins t. Ça c'est x0 dont est issue la courbe x moins t, c'est ça? T par 0, tu tombes sur x. Voilà. C'est ça. Donc ici c'est x. Voilà. C'est le plus simple. D'accord? Ici c'est x et donc u va être constante là-dessus. Cette courbe-là. T, x moins t. Je suis en train de faire éventuellement une bêtise, j'en sais rien, c'est un moins ici, c'est l'autre, bien sûr. J'avais une chance sur deux et je ne l'ai pas raté. Voilà. D'accord? Ça c'est x et ça c'est x moins t. C'est tout bon. Ça c'est tx et ça c'est x moins t. 0 x moins t. Voilà. Donc la valeur de u en ce point, tx, ça c'est tx, c'est la valeur de u0 en ce point-là. 0 x moins t. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, pendant ce voyage-là, sur cette droite-là, si U rencontre, imaginez hein, que vous ayez une zone où U est régulière, je ne sais pas, et C2 ou C3 ou C infini. Imaginez ça, que U soit C infini entre, je ne sais pas, T égale 1
x égale 1, x égale 2, et t entre 0 et 10 ou 20 ou je ne sais plus quoi. La régularité de U sur cette zone-là ne va absolument pas interférer avec la régularité de U sur les autres courbes, sur le reste de l'espace-temps. Ça ne changera rien. Dire que U est régulière sur ce petit domaine-là ne changera rien à la régularité de U sur le reste. Je veux dire, être régulier ici va éventuellement changer la régularité de U sur certaines zones, mais certainement pas partout. On ne peut pas propager la régularité comme ça. Ça ne va pas influencer du tout la régularité de U, le comportement de U sur les autres courbes, sur le, si vous voulez, en dehors de cette... Éventuellement, U est constante, comme ça. Donc, effectivement, toutes ces courbes-là, sur toutes ces courbes-là, là-dessus, avant et après, évidemment, U pourrait être régulière. Mais pas sur celle-là. Pas sur celle-là. Je veux dire, la propriété de propagation de la régularité, elle a ses limites. Donc dire que dans notre hypothèse petit b, si U est régulière sur 0t croix petit oméga, alors elle est régulière partout, ça c'est une propriété forte. D'accord. Je vais écrire maintenant une condition géométrique pour finir je voulais illustrer ici le fait que la propagation de la régularité est une propriété qui n'est pas simple à réaliser. Que rapidement, on a des situations où c'est fou. Condition du contrôle géométrique. Condition du contrôle géométrique. Les enfants, vu que je manque de moyens techniques, notamment géométriques, je manque de moyens géométriques sur l'espace cotangent, donc de géométrie symplectique. Je manque de moyens, je dirais, de géométrie différentielle. Ici, à notre niveau, là. Je ne vais pas décrire cette condition en toute généralité. Je vais vous vendre une condition au premier prix. Premier prix. On peut se contenter pour rapprocher un peu le problème. Comprendre un peu de quoi il s'agit. Surtout pour vous expliquer que c'est un vrai problème géométrique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition du contrôle géométrique? Je m'explique. Donc, oméga est un ouvert, borné et régulier. Le bord est régulier. Petit oméga est un sous-ouvert de oméga. Zut. Ouvert contenu dans oméga. D'accord? Ça veut dire que c'est oméga intégral ouvert. Donc il peut englober, ça peut être un voisinage du bord par exemple. T est un temps positif. Pour le contrôle, je vous rappelle les enfants, pour les moyens de contrôle, on espère, le plus pratique, le plus intelligent je dirais, c'est que le temps T soit le plus petit possible. L'ingénieur a envie d'intervenir le moins possible sur l'onde, sur la vibration, pour l'atténuer, pour l'arrêter, pour ceci, pour cela. Parce qu'on dépense de l'énergie. Bien. Alors, je dirais que c'est une définition. Le couple oméga t vérifie la propriété du contrôle géométrique au-dessus de grand oméga. Le couple oméga t vérifie la propriété du contrôle géométrique
au-dessus de petit oméga, ou sur petit oméga, ou encore, certains auteurs vous diront, le couple oméga t, petit oméga t, contrôle géométriquement grand oméga, si c'est une définition toute géodésique, ou tout rayon lumineux, qu'est-ce que vous préférez? Géodésique. Tu sais ce que c'est qu'une géodésique? Géodésique est plus géométrique. Évidemment, c'est un terme intrinsèque. Je vais écrire ça comme ça. Ensuite, on verra. Donc, le couple oméga t vérifie la propriété du contrôle géométrique sur oméga si toute géodésique de oméga barre issue de oméga en t égale 0, au temps t égale 0, est parcouru à vitesse 1, parcouru à vitesse 1, virgule ici, vitesse 1, parce que quand vous êtes sur une géodésique, évidemment, personne ne précise la vitesse à laquelle vous marchez, ou vous courez, ou vous vous promenez, fixe là, parcouru à vitesse 1, et se reflétant, se réfléchissant sur le bord, se réfléchissant, réfléchissant, voilà, doucement, on va y arriver, se réfléchissant sur le bord, selon les lois de Descartes, je vais simplifier l'affaire. C'est un peu plus complexe qu'on le pense, hein. Un tout petit peu plus complexe parce que ça, il y a des ouverts pathologiques malgré tout. Sur le bord de oméga, des oméga, selon les lois de Descartes, les lois de Descartes. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette géodésique, les enfants? Toute géodésique d'oméga bar, issue de ceci, de cela, de ceci, de cela, entre dans petit oméga avant le temps grand T. Entre avant le temps grand T. Voilà. Ça, c'est la condition du contrôle géométrique. Donc, elle a été mais vraiment écrite définitivement à la fin des années 80. Donc on a mis quand même pas mal de temps. On a mis pas mal de temps, une petite cinquantaine d'années. D'accord? Et ça, je vous dis, c'est une condition qui est quasiment nécessaire et suffisante pour l'observabilité et donc pour le contrôle. Je fais quelques dessins et tu vas voir, c'est assez surprenant. Regarde. Alors, une petite remarque, c'est qu'en géométrie plate, le Laplacien, c'est vraiment sigma de dx j carré, avec une métrique plate, coefficient constant, le Laplacien est un coefficient constant, les géodésiques, ce sont des lignes droites. Les géodésiques dans oméga sont des lignes droites, des segments. Remarque, en géométrie plate, les géodésiques sont des segments au-dessus de oméga, sont des segments au-dessus de oméga. D'accord? Évidemment, quand elles arrivent au bord, elles se réfléchissent. C'est pour ça qu'on les appelle des rayons lumineux. Elles se réfléchissent sur le bord. Alors, prenez un exemple comme ça. Voilà un ouvert régulier
Vous partez d'un point comme ceci. Tu suis une géodésique. C'est un segment de droite, c'est une ligne droite. Ok, tu fais ça. Je vais le dessiner en rouge. Le voilà. Donc, et là, tu repars comme ceci, et ainsi de suite. Là, tu fais ça, tac, tac, et ainsi de suite. D'accord? Évidemment, vous pouvez arriver de façon rasante. On peut aussi arriver comme ceci. Tu pars d'un point comme ça, continuez tout droit. Il y a un point de contact comme ceci. On peut arriver de cette façon-là. D'accord? Presque. D'accord. Clac, comme ceci. Tac, on décolle un peu et puis on repart. Alors, je vais prendre un cas, je vais dessiner un cas très simple où, malheureusement, l'ouvert petit oméga ne vérifie pas du tout la propriété du contrôle géométrique. Regardez-moi ça. Voilà oméga et voilà votre ouvert petit oméga. Imaginez que oméga soit un disque, hein, ou une boule. Imaginez que votre oméga soit une boule. Et prenez un point ici et prenez vous voyez, voilà une géodésique issue de ce point. La géodésique issue de ce point-là, petit a. Elle part de ce point, elle se réfléchit sur le bord, l'angle d'incidence est très faible. Quand tu prends un disque, tu vois, quand tu prends un disque comme ça, tu te rapproches du bord et tu prends un angle d'incidence très faible. Tu vas décrire un polygone régulier, hein, d'accord? Ben, tu le fais. Tu le fais. Tu fais comme ça, et cette géodésique-là, elle se réfléchit, elle se réfléchit, elle se réfléchit, elle ne verra jamais petit oméga. Jamais. D'accord? Je prends un autre exemple, encore plus frappant. Il y a des rayons captés, qui n'ont pas besoin de se réfléchir un nombre élevé deux fois. Tu prends ça, un autre exemple, c'est celui-là, c'est toujours un disque ou une boule, et tu prends petit oméga ici. Tu évites un diamètre. Tu prends un point ici et tu traces le diamètre. Tu prends cette géodésique-là. Cette géodésique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se réfléchir sur le bord, mais l'angle d'incidence, il fait combien ici? L'angle d'incidence, c'est l'angle que fait la géodésique, c'est-à-dire la droite, avec le plan tangent. C'est 90 degrés, c'est pi sur 2 là. Donc il va se réfléchir. C'est un rayon vertical. Il est normal là. Normal au plan tangent. Donc il va se réfléchir sur lui-même. Repartir dans l'autre sens. Ad vitam aeternam. Ça veut dire qu'il va se réfléchir sur lui-même à l'infini. Et cette géodésique-là ne verra jamais petit oméga. Donc voilà un type d'ouvert grand oméga avec un sous-ouvert petit oméga qui ne vérifie pas l'hypothèse du contrôle géométrique. Avec ça, vous n'avez aucune chance de contrôler. D'accord? Un exemple qui marche, il faut bien quand même finir sur une note positive. Tu peux faire ça, par exemple. Hein. Soit, donc je prends un disque, ça c'est oméga, ça c'est oméga, ça c'est grand oméga. Tu prends un peu plus que la moitié du disque, du cercle. Tu prends un voisinage du bord. Voisinage du bord, ça veut dire un ouvert de R2 inter le disque ouvert.
Oméga il est de l'autre côté, mais tu interceptes par grand oméga. Et donc tu es sûr avec ça, puisque ça c'est plus grand que la moitié, hein, tu es sûr que toute géodésique, de toutes les façons, même si tu pars dans ce sens-là, ça va finir par taper. Il faut éviter juste d'avoir des rayons qui sont des diamètres. Là, vous êtes sûr que ça va couper. Pardon? Et c'est un contrôle interne, bien entendu. Contrôle interne, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas parlé de contrôle au bord. Ça utilise des moyens techniques un tout petit peu plus sophistiqués et surtout, ça demande 2 séances. Et la condition de contrôle géométrique est beaucoup plus sophistiquée. Beaucoup plus sophistiquée. Là, il faut vraiment faire de la géométrie au bord. Donc voilà un cas qui marche. On peut avoir un cas qui marche qui est moins... Vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit oméga connexe. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit oméga connexe. Vous pouvez faire ça, un disque, d'accord? Et puis quoi? Prendre quelque chose qui est... Là, c'est la moitié. D'accord? Donc ici, donc placer un oméga là, un petit bout d'oméga ici, et puis continuer comme ça, oméga là, d'accord, de façon à éviter ça, et puis par exemple ici, d'accord, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Tu vois, on bloque les rayons diagonaux, il n'y en a pas, mais le reste, bon, ça s'arrange. Donc ça, c'est... Vous pouvez regarder le livre de Lyons, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, c'est Contre-habité exact, non, c'est plus long que ça. C'est plus long que ça. J'ai oublié le titre précis. Contrôle exact des systèmes distribués ou un truc comme ça, j'ai oublié. Donc il fait des tas de dessins. Évidemment, il y a aussi l'article de Bardos, Lebeau et Rauch. Donc Jacques Bardos, Claude Bardos, pardon. Claude Bardos, Gilles Lebeau et Jeffrey Rauch. Ça, c'est 1992 dans Siam. Ils font pas mal de dessins, ils expliquent le truc, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Donc, le résultat que je n'ai pas écrit, c'est que sous l'hypothèse du contrôle géométrique, on a la propriété de la propagation de la régularité. Je finis par ces 2 lignes, ce théorème-là, sous l'hypothèse du contrôle géométrique, théorème du contrôle géométrique c'est-à-dire si le couple petit oméga grand T vérifie le contrôle géométrique, si le couple petit oméga grand T vérifie le contrôle géométrique, alors on a contrôlabilité exacte interne bien sûr pour oméga T sur grand oméga, bien entendu. D'accord? Dès que vous vérifiez cette hypothèse géométrique concernant les rayons lumineux, concernant les géodésiques, ça c'est purement géométrique. Ça, je veux dire, tu la vends au même prix sur tous les marchés du monde. Tout le monde comprendra ça. Sous l'hypothèse du contrôle géométrique, alors le couple petit oméga grand T contrôle géométriquement, contrôle l'ouvert oméga. Donc, vous pouvez démontrer que toute donnée dans H01, L2 se laisse contrôler sur petit oméga par une source L2. Encore une fois, je me suis arrêté au contrôle interne. On peut refaire la même chose, le même programme, pour un contrôle par le bord. Changer les espaces de façon ad hoc. Il y a un petit peu plus de travail à faire. C'est un peu technique, mais moralement, tant qu'on ne touche pas au contrôle géométrique, on reste dans les clous. Le contrôle géométrique,
la propagation de la régularité, elle se paye bien plus cher. Bien plus cher. Mais bon, ça dépasse le cadre du cours. Voilà, merci les enfants.